Salut à tous et bienvenue sur cette troisième capsule de Show Around the Stadium. Je suis heureux de vous retrouver pour cette autre journée de phase de poule qui s'annonce avec l'entrée en liste de l'Argentine, de célèbre Lionel Messi. Vous avez également la France avec Kylian Mbappé. Vous avez ce match aussi attendu qui sera celui de la Tunisie, le deuxième représentant africain après la défaite malheureuse du Sénégal face aux Pays-Bas sur un score de 2-0. Mais on continue d'y croire. On va ouvrir cette capsule numéro 3 de Show Around the Stadium, notamment comme vous le savez déjà avec l'histoire des drapeaux, la devise, et on va commencer justement par l'Argentine, la Seleção ou l'Argentine de Lionel Messi. Ce que vous devez savoir, c'est que à l'unanimité, c'est une nation reconnue dans le monde du football et avec notamment de nombreuses compétitions, des joueurs clés tels que Diego Armando Maradona, de regretter mémoire ou encore Lionel Messi. Mais ce que vous devez savoir toutefois sur l'histoire du drapeau de l'Argentine, c'est quatre hypothèses. Quatre hypothèses sortent du lot. La première dit que le bleu que nous voyons tous ici, et le blanc proviendra de l'écusson de la ville de Buenos Aires, fabriqué dans les dernières années de la colonisation par Napoléon. La seconde donne au blanc une représentation de la monarchie divine, et bleu, un symbole de liberté de pensée, d'expression. La fusion des deux aurait engendré le bleu ciel. La troisième religieuse tente à dire que le bleu ciel viendrait plutôt des couleurs du manteau de la Sainte Vierge Marie. Et voilà, le créateur du drapeau n'est d'autre que Emmanuel Belgrano. Oui, c'est un nom qu'il faut retenir. Emmanuel Belgrano est le créateur du drapeau argentin. Enfin, selon la dernière hypothèse, les couleurs seraient issues d'une volonté de rester solidaire à l'Espagne, pays colonisé par Napoléon. Tous les 20 juin, l'Argentine célèbre notamment sa fête et rend hommage. Ce que vous devez également savoir, c'est que Sol de Mayo, en hommage à la révolution du peuple, c'est pourquoi il y a justement ce soleil-là, Sol de Mayo, Sol de Mayo. J'espère que je prononce bien. Et là, je vais m'essayer un peu en langue espagnole. Aquí está la bandera idolatrata. Je vais faire la traduction pour vous, pour qu'on puisse être également sur le même pied d'égalité. La tradition, elle est toute simple. Se dit que le drapeau qu'on idolâtre, il est là. Il est là le drapeau. Il est là le drapeau. Ce que vous devez retenir de l'Argentine, notamment avec d'autres informations qui tournent autour de ce drapeau en Argentine. Le drapeau est célébré tous les 20 juin, je le disais déjà tantôt, et cette date a été choisie en hommage à Manuel Belgrano, décédé le 20 juin 1820. La date a été officialisée par la loi 12-361 du 8 juin 1938 par le président de l'époque de la nation argentine. Et plus à côté, l'Arabie Saoudite qui va rencontrer Lionel Messi et tous ses coéquipiers. Sachez que le drapeau de l'Arabie Saoudite, état de guerre du royaume d'Arabie Saoudite, fut imaginé en 1926. La forme ayant été assez peu modifiée, vous vous souvenez, elle a évolué au bout du temps. Qu'est-ce qui est écrit là sur le drapeau saoudien? Eh bien, la réponse est simple. Le drapeau national montre sur fond vert une épée blanche horizontale, que vous pouvez d'ailleurs voir ici au-dessus des lettres arabes, vert, et la couleur de l'islam, plus précisément la couleur de Mohamed. L'écriture proclame la Shahada, la profession de foi musulmane. Il n'est ni de Dieu que Dieu. Mohamed est le messager de Dieu. Vous vous souvenez encore de ce vers qu'on a vu avec le drapeau iranien? Comme je vous le disais, encore dans ces drapeaux, on retrouve énormément de religions et chacun puisse s'y retrouver. Voilà les informations qu'il fallait retenir de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite. Ce sera une histoire de soleil, El Mayo, ce sera une histoire de sabre, ce sera une histoire de croyance. On souhaite bonne chance aux deux équipes. On évolue avec, je vais agrandir ici pour vous, attendez, voilà, là, ça prend du temps, voilà, agrandissement, c'est bon, voilà, le deuxième pays africain qui va entrer dans l'arène de cette Coupe du Monde Qatar 2022, il s'agit ici de la Tunisie qui va rencontrer en face le Danemark.
Et vous le voyez, les deux pays ont des couleurs communes, le rouge et le blanc, mais dont les significations sont assez différentes. Le drapeau du Danemark est aussi nommé Dannebrog, vêtement rouge ou vêtement danois. C'est le drapeau rouge avec une croix blanche étendue jusqu'au bord. La croix scandinave a été décalée du côté de l'ampe. Et autre information que vous devez également connaître, c'est que les anciennes armoiries de Lundbeck ont été adoptées. Également rouge frappé d'une croix blanche, et le premier roi danois connu, une croix blanche, était aussi le roi de cette ville. Il y a beaucoup de liens avec des histoires médiévales. Je pense que ça nous renvoie encore à l'écriture plus à côté. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter d'autre sur le Danemark? Sachez que la proportion du drapeau est entre 28 et 2,37. C'est ce qu'il faut retenir du drapeau du Danemark. Et voilà, il est très souvent il ressemble souvent à d'autres drapeaux, à ne pas confondre avec celui de la Suisse, dont on parlera jeudi. Vous avez eu un écho, un aperçu dans la capsule numéro 2. Allons-y voir le drapeau tunisien plus à côté. Le drapeau de la Tunisie, adopté en 1837, rouge avec un disque blanc, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, un disque blanc où figure une étoile rouge de 5 branches entourée d'un croissant rouge. L'emblème national tunisien est majoritairement rouge et comporte en son milieu un disque blanc ou une figure, un croissant rouge qui entoure une étoile, 5 branches formant le symbole islamique. Le 20 octobre 1807, Hussein II Bey décide la création qui est effective 1831. Il reste officiel durant le protectorat français, et la constitution du 1er juin 1959 lui confirme la fonction de drapeau national de la République de Tunisie, mais il faut attendre le 30 juin 1999 pour que ces proportions et ces motifs soient clairement précisés au niveau de la loi. Donc, c'est les dates qu'il faut retenir. Et c'est les dates qu'il faut retenir en ce qui concerne notamment la Tunisie. Plusieurs pays musulmans de la côte sud Méditerranée utilise le drapeau à dominance rouge s'inspirant du drapeau de l'Empire ottoman, d'où le choix de ces couleurs de l'Empire ottoman. Dans le cas de la Tunisie, c'est la suite de la description de la division navale tunisienne lors de la bataille de Navarin le 20 octobre 1827. Le souverain Hussein II décide la création du drapeau utilisé la flotte tunisienne pour distinguer des autres flottes. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires de guerre. Il y a beaucoup d'histoires de guerre, mais des histoires qui tournent autour vraiment de ces pays qui ont été bâtis, et les couleurs qui sont assez fortes et symboliques. Voilà pourquoi parfois quand on chante l'hymne des différents pays, on peut vraiment être emporté. Allez, on va évoluer là. Attendez que j'y arrive. Voilà, c'est la troisième rencontre qui oppose Mexico. On va du côté de Mexique face à la Pologne. Et quand vous savez, lorsque vous parlez de la Pologne, la première personne qui me vient en tête, c'est le feu Pape François, Jean-Paul II qui est décédé. On commence avec le drapeau de la Tunisie, et vous le savez, l'Afrique consomme beaucoup des séries qui viennent de ce côté, mais on n'en parlera pas, on fera notre arrêt ici sur ce drapeau. Sachez que l'adoption s'est fait le 16 septembre 1968, le drapeau de Mexique et le drapeau national et le pavillon national du Mexique, ce drapeau tricolore rectangulaire, vous pouvez d'ailleurs le voir, de proportion de 4,2,7 à bande verticale, vert, blanc, rouge, et de même taille, et à son centre vous avez une bande blanche où figurent les armes du Mexique représentant un aigle mexicain de Caracas du Nord. Caracara, voilà que j'y arrive. Caracara du Nord, perché sur un figuier de Barbarie, dévorant un serpent. C'est assez fort. C'est assez fort sur ce que le Mexique représente. Et sachez que le drapeau a été créé lors de la consommation de l'indépendance 1821. Il possède alors une apparence similaire à l'actuelle, mais avec un symbole de couleur assez différent au cours de l'histoire. Il a subi 8 modifications qui concernent ses proportions, les éléments de l'écu central et la présence du serpent et du laurier et le dessin des éléments. La version actuelle du drapeau date de 1968. Elle fut dessinée à l'occasion de la préparation des Jeux Olympiques de Mexico, très célèbre d'ailleurs ces Jeux. Il s'agissait alors d'éviter tout risque de confusion avec les emblèmes nationaux italiens. Parce que vous voyez,
Il y a un peu également cette ressemblance italienne. Déjà, du drapeau mexicain est régi et encouragé par la loi Ley Sombre El Scudo de la Bandera Himno Nacional de 1984. Le drapeau est le même pour tous les emplois, les militaires. C'est ce qu'il faut retenir. Plus à côté, vous avez celui de la Pologne, adopté le 1er août 1919, bande horizontale blanche et rouge, oui, tout simplement, bande horizontale blanche et rouge. Et autre caractéristique qu'il faut également savoir du drapeau de la Pologne, c'est justement que le drapeau de la Pologne est l'un des symboles nationaux de cette République de la Pologne, conformément à la loi du 31 janvier 1980 relative au blason, aux couleurs et à l'hymne de la République de la Pologne et aux sceaux nationaux. Il s'agit d'un tissu rectangulaire paré de deux couleurs, le rouge et le blanc. La bande blanche et la seconde rouge. Ces deux couleurs sont définies dans la constitution polonaise comme les couleurs nationales des deux versions du drapeau. Existent sans armoiries de la Pologne au milieu de la blanche. La version avec les armoiries est réservée par la loi aux usagers officiels à l'étranger ou en mer. L'enseigne navale, quant à elle, est un drapeau similaire à une chapelure. Les couleurs nationales sont donc le rouge et le blanc. Des drapeaux de l'Indonésie et de Monaco. Oui, de Monaco sont également construits de la même façon, ceci près que la bande rouge est au-dessus de la bande blanche. Voilà pourquoi on se retrouve souvent. Donc voilà un peu l'histoire d'une façon summarise entre le Mexique et la Pologne. Allez, on va avancer. Attendez que voilà, on avance. Alors là, on va agrandir. Oui, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc il s'agit ici du Mexique. Le match sera exactement à 13h. Oui, 13h du côté de Marca. 13h du côté de Marca. Et voilà le duel choc. Le duel choc, j'ai plus besoin d'agrandir parce que vous voyez, ce sera un peu une sorte de remake. Une sorte de remake de la Coupe du Monde de Russie où les deux pays s'étaient déjà confrontés. Vous l'avez reconnu, c'est lui. C'est celui qui a déposé les espoirs français. Et ce qu'il faut rappeler ici, c'est que c'est les champions du titre, les champions du monde entier. Et là, ils vont se battre pour conserver le titre. En face, ils auront la solide équipe de l'Australie. Vous voyez plus à côté ici, si vous zoomez un peu, je ne sais pas si je peux zoomer ici pour vous, vous allez voir. Il y a quelque chose qui me plaît quand même sur le maillot. Eh bien, il s'agit ici des kangourous qui sont quand même le symbole de ce pays que tout le monde aime bien. Eh bien, on va commencer par la France, bien évidemment. Vous sachez que l'adoption pour la première fois de ce drapeau s'est fait le 15 février 1794 et dernièrement le 25 février 1848. Les éléments sont tricolores. On parle très souvent des bandes verticales bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge de largeur égale. Le drapeau de la France tricolore. Pardon, le drapeau de la France tricolore est officiellement devenu l'emblème de la France le 15 février 1794 avec la loi du 27 Pluvose en 2. C'est le peintre Jacques-Louis David qui a été chargé de dessiner et qui a décidé de placer le bleu en premier pour que cette couleur soit adossée à la harpe qui porte le drapeau. Voilà ce qu'il faut retenir de la France. Voilà, il y a véritablement pas assez d'infos, mais je ferai une sorte de summarize dans les différentes capsules pour pouvoir revenir dessus et surtout souhaiter bonne chance aux champions du monde entier. Plus à côté, on va aller du côté de l'Australie. Voilà, attendez que je vais me retrouver dans mes fiches là. Pour parler justement de cette rencontre très attendue qui va opposer la France à l'Australie. Voilà, ce sera une première. Allez, il s'agit ici du drapeau australien. Oui, ce que vous devez savoir, c'est qu'il a été adopté le 22 mai 1909. Bleu Ensign est une étoile de 7 pointes sur le canton de la croix, sur le bâton. Voilà, vous pouvez d'ailleurs, voilà, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le drapeau de l'Australie est bleu, avec dans le quart supérieur du côté lance l'Union Jack, dans le quart ci-dessous l'Union de l'étoile de la Fédération. Bon, toutes ces étoiles que vous pouvez voir, une étoile blanche et 6
et 6 branches pour chacun des 6 États, à savoir le Queensland, le Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Tasmanie, ça me fait penser au diable de Tasmanie, l'Australie méridionale et l'Australie occidentale. La variante fond rouge sans étoiles, que vous pouvez d'ailleurs voir jusqu'ici, mais avec des armoiries utilisées par la marine marchandeur de drapeau de l'Australie, fut approuvée par le roi Édouard VII en 1902 après une compétition mondiale organisée à la suite de la création de la fédération. Voilà ce qu'il faut retenir de l'Australie. On va avancer pour dire également que le drapeau prend à utiliser le symbole de l'Union Flag et la croix du Sud est une constellation la plus visible de l'hémisphère sud et a été utilisée pour représenter l'Australie dès les premiers jours de colonisation britannique. Ivor Evans, l'un des concepteurs du drapeau, pensait utiliser la croix du Sud pour se référer aussi qu'aux 4 vertus morales attribuées aux 4 étoiles principales: justice, prudence, modération. Voilà un peu en gros ce qu'il fallait savoir des drapeaux qui vont se retrouver pour cette période. Je vous avais promis quand même une image. Je vous avais promis une image, celle qui m'a marqué de ce youtubeur lors de la cérémonie d'ouverture. Mais avant ça, on va prendre quand même quelques informations de Lions Indomptables. Eh bien, je vais agrandir ici pour vous. Voilà que j'ai agrandi pour voir. Eh bien, on envoie des vibes positives à nos Lions Indomptables. On ne cache pas qu'on supporte. Vous l'avez reconnu, c'est le président de la République du Cameroun, son Excellence, M. Paul Biya, qui a envoyé une lettre. Aux Lions Indomptables. Et il a adressé la lettre au capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar. Monsieur le capitaine, le 24 novembre prochain, la sélection nationale senior Fagnon de football discutera son premier match dans le cadre de la 22e édition de la Coupe du Monde de FIFA Qatar. Dans la même compétition, les Lions Indomptables, par le passé, se sont distingués. Donc, dans cette lettre, d'une manière summarise, son Excellence le Président de la République fait un résumé de l'Odyssée, la belle Odyssée des Lions Indomptables de 1990, notamment Italia, et rappelle un peu aux Lions Indomptables quelle est leur responsabilité face à ce grand challenge qui les attend. Souvenez-vous que le président de la fédération, Samuel Eto'o, a dit qu'il est au Qatar pour cette rencontre. D'ailleurs, on a vu une image qui passait, vous pouvez d'ailleurs voir cette image-là, où on a vu les 7 fagnons, et le dernier fagnon était marqué final, parce que le président de la fédération y croit, tout comme le président de la République du Cameroun. Eh bien, il y a bien ce mot-là, vous allez voir, M. Vincent Aboubakar, capitaine de l'équipe nationale senior de l'équipe nationale du Cameroun. À ce moment où vous vous apprêtez à descendre dans l'arène, je vous adresse à mon nom propre et au nom du peuple camerounais mes chaleureux encouragements. Je vous exhorte. Eh bien, le mot est là. Le président de la République exhorte les Lions Indomptables du Cameroun à gagner ce match. Il a fait une très belle entrée. La suite de la lettre, vous pouvez la retrouver dans la capsule ou bien également sur le webzine www.kpg.com. On va évoluer justement en restant toujours avec cette actualité du Cameroun. Et bien, vous l'avez reconnu, c'est Mr. Choupo-Moting, buteur performant actuel avec le Bayern Munich. Il est celui-là qui a marqué face au Panama. Donc on compte sur lui, on compte également sur tous ses coéquipiers. Eh bien, on poursuit cette capsule numéro 3, Charles de Stadium, avec le Popoli. Le journal satirique. Vous le savez, le Popoli à chaque fois traite de l'actualité, mais de manière assez décalée. Et j'aime bien ce titre, Qatar 2022, éloigner les influenceurs des chambres des lions. Je reprends un peu ce qui est écrit, chambre 23, Tom. Déjà une toffe ici, question de réveiller le fauve qui dort en moi. Et allons-y en page interne pour voir comment est-ce que le Popoli a traité justement cette actualité. C'est une sorte d'interpellation à toute la délégation camerounaise qui se trouve, mais surtout à la FECAFOOT. Besoin de vigilance autour des Lions, l'heure de vérité approche au Qatar, celle où la sélection camerounaise va descendre dans l'arène là-dessus, c'est-à-dire combien besoin de concentration est immense dans la tanière. Ceci pour ignorer le challenge combien corsé par les responsables
du football se sont donnés. Il va de l'honneur de notre pays dans le concert des nations. Ceci explique incontestablement un comportement d'ensemble, d'emprunt de discipline et de responsabilité, d'où ces appels aux influenceuses choisies pour aller vendre et aussi la destination du Cameroun au Qatar, qui émerge au fond des quartiers. La dernière illustration de certaines durant cette CAN cette année avait laissé une fresque fatigue mémoire. Donc c'est une sorte d'interpellation. Je vous invite à vous procurer notamment le journal, c'est la parution d'hier, en attendant qu'il y ait d'autres parutions, celle d'aujourd'hui, mais ceci est très bien. Mais plus à côté, vous savez, avec le Popoli, il nous arrache toujours le sourire tout en passant l'information. C'est justement Joachim Noah, plus proche de Samuel Eto'o, contrairement à ce qu'on se serait entendu. Joachim Noah, le basketteur, le fils de Yannick Noah, le premier de cette famille, a dit tout son soutien aux Lions indomptables de son père, de porte-voix de l'équipementier du corps sportif, qui livre une bataille acharnée contre l'Afrique en foot par le passé. Joachim lui-même s'était embrouillé avec le corps sportif. Allez les Lions, et vous avez plus à côté Yannick qui s'interroge. Eh bien, sachez que c'est suite à une vidéo où il y a un fan qui s'est approché de Yannick, de Joachim, on voulait faire une photo, et puis a demandé qui sera le vainqueur, ou bien qui supportait voir la Coupe du Monde. Il a dit naturellement le Cameroun. Je vous recommande de vous procurer notamment cette parution du notre de le Popoli. Je voulais terminer notamment cette capsule qui sera un peu plus longue, excusez-moi, avec notamment ce monsieur, ce jeune homme qui a marqué tout le monde pour lors de l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, on l'a vu aux côtés de Morgan Freeman, et beaucoup se sont posé la question, mais quand on a pris la peine d'analyser, d'ailleurs je vous renvoie à aller regarder à nouveau cette cérémonie d'ouverture, et vous allez simplement retenir ce nom, Ghanim El Moutaf. Ghanim El Moutaf. Il est âgé seulement de 20 ans et étudiant en politique à l'université de Loughborough. Il est né sans moitié inférieure, comme vous pouvez voir. Certains ont cru que c'était un hologramme. Non, il est né comme ça. Et c'était pour présenter justement ces différences-là qu'il faut accepter pour son physique qui intrigue tout le monde. Rappelons que Al Moutaf souffre d'un syndrome de régression caudale qui affecte le développement de la moitié inférieure de son corps. Désigné ambassadeur de cette édition de la Coupe du Monde de Qatar, c'est aussi un passionné de football ayant grandi en jouant au football à l'école en portant des chaussures aux mains. Il y a une photo de ces chaussures aux mains qu'il porte que vous pouvez voir qui défile là. C'est un philanthrope, un ambassadeur de bonne volonté qui a profité de la grande victime de la Coupe du Monde pour montrer à quel point on doit se respecter. Je suis heureux, une fois de plus, de vous avoir présenté cette troisième capsule. Je suis ouvert aux critiques pour pouvoir évoluer. Avec la passion, on va un peu plus loin. Et comme on dit très souvent, le travail fleurit. Le travail bien fait fleurit. Prenez soin de vous, vous connaissez déjà la formule. Abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes les actualités. On se retrouve juste pour quatrième capsule d'ici à là. Portez-vous bien. Salut.